Donc, bonjour. Donc, le but de cette communication n'est pas de rendre compte du contenu des travaux des lettrés de Foussat, somme toute peu différents de ceux de Médine ou Damas, donc études coraniques, hadith, fiqh, marazi, les campagnes militaires du prophète, le récit de la Ridda et de la première fitna, l'apostasie des premiers temps, mais plutôt de parler du milieu ayant produit ces œuvres savantes. Alors, en fait, je voudrais parler des lettrés eux-mêmes, et non pas isolés les uns des autres, ce qui n'était pas, mais au sein de réseaux considérés à différentes échelles. Alors, étudier les réseaux sociaux, ça a pour objet de rendre compte d'une société dans son fonctionnement et dans son dynamisme. Ce que je voudrais tenter pour la Fustat pré-fatimide à partir de quelques exemples de lettrés. Alors, un réseau social, ce sont des liens de diverses natures. Liens de parenté, filiation scientifique, relations professionnelles, etc. Ils peuvent se colorer de différentes qualités superposables, affection, hiérarchie, dépendance financière ou autre. Ils peuvent être individuels, mais aussi évidemment collectifs, des familles, des clans, des groupes de différentes natures peuvent être liés dans une réciprocité, parfois symétrique, à égalité, parfois asymétrique, lors de rapports de domination d'un groupe ou d'un autre, d'un individu ou un autre. Enfin, ils sont dynamiques, non figés dans le temps, non ponctuels. Des liens se nouent en amont et forge un capital social, ou bien une personnalité peut générer un mouvement qui perdurera des siècles en s'étendant sur plusieurs continents, comme le fit le foustatien Abdallah ibn Wahb al-Qurashi, mort en 197-813, disciple et propagateur de Malik ibn Anas, et à ce titre lié avec un des madhab sunnites, lequel a de nombreux adeptes, principalement au Maghreb, comme on le sait encore actuellement. Alors il s'agit ici d'étudier de cette manière, au sein d'un tissu de relations, les lettrés de Fustat. Les liens qui les caractérisent peuvent être, comme pour d'autres milieux, familiaux, sociaux, économiques, etc. Et dans ce contexte, il est important de connaître l'appartenance tribale des personnes citées, souvent yéménites, à Fustat. Mais ils ont en plus une spécificité, les filiations intellectuelles. Ce sont des liens d'enseignement. Ils sont signifiés par des formules comme « talabtul ilm anda fulan » « je suis allé à la recherche de la connaissance auprès de un tel » « sami'tu an fulan » « j'ai entendu dans le sens « j'ai suivi son enseignement » l'enseignement de un tel, ou bien des chaînes d'information, rawa fulan anhu, un tel a écrit un récit sur lui, ou fulan rawa an fulan, un tel a rapporté sur un tel, et dans l'autre sens, rawa an fulan, il a écrit un récit sur un tel. Donc le nombre de gens qui ont rapporté sur une personne est un indicateur de sa notoriété. Ainsi, Abdallah, le fils de Omar ben al-Khattab, donc, Ibn Younis, lui, un collègue dont je vais vous parler très sous peu, nous dit qu'il participa à la conquête de Misr et qu'il y a loti. Et surtout, plus de 40 personnes, parmi les gens de Misr, écrivirent une relation à son propos. Donc, un indicateur de notoriété, c'est le nombre de gens qui écrivent sur vous. Il s'agit aussi de signifier l'origine de la transmission de l'information. Hadathni fulan, par exemple, a-t-elle informé. Et puis, il y a des chaînes tissées sur plusieurs générations. Tels sont les isnad, ces chaînes de transmission garantes de la véracité des faits transmis. Alors, dans un premier temps, je vais présenter des types de liens qui unissent des lettrés de Fustat, puis je montrerai ce que l'on peut apprendre à la lecture d'une source particulière, le Ta'rikh d'Ibn Younis. Ensuite, j'essaierai de donner un tableau du monde érudit à Fustat dans un réseau relationnel qui relie l'ensemble du monde musulman. Alors, quelques exemples de types de liens. Depuis les premiers instants de Fustat, des lettrés musulmans ont travaillé dans cette ville. Alors ça, c'est le livre de Younis dont je reparlerai tout à l'heure. Donc, par exemple, Abdallah ibn Amr ibn al-As. Alors, Abdallah est le fils du premier gouverneur de la capitale de la province islamique d'Égypte. Il avait embrassé l'islam dès l'an 7, un an avant son père, et c'était un traditionniste réputé. Il rédige El-Sahif as-Sadiq, l'écrit véridique, un recueil de traditions, semble-t-il, autorisé par le prophète lui-même et écrit de son vivant. Comme on le sait, Amr ben al-As est nommé par le calife Omar ben al-Khattab, lequel tient sa légitimité de la succession du prophète qu'il assure. On dit que ce recueil de hadiths de Abdallah ibn Amr était autorisé par le prophète. Donc, le prophète aussi a un lien avec ce type. On peut donc qualifier tous ces liens. On a des liens de filiation biologique, celui de Amr bin al-As à Abdallah, et puis des liens légitimant les positions, les statuts ou les œuvres des uns et des autres, le lien politique de Omar ben al-Khattab
à Amr ben al-As le lien politico-spirituel du prophète au calife, sans compter l'appréciation que le prophète lui-même aurait donnée du recueil de Abdallah. La notice qu'Ibn Younis consacre à Abdallah précise que Abdallah, je cite, Ibn Amr, participa au razout de l'Ifriqiya avec Ibn Abi Sarh en 27. Il a aussi participé à la conquête Fath de Misr. Il s'y installé sur la concession personnelle d'Ar que son père avait délimitée. Wa nazala biha fi dar abihi allati irtataha. Il gouverna l'Égypte après son père aux environs de 20, puis Muawiyah le destitua, puis il déménagea à la Mecque et il y demeura jusqu'à sa mort en 65. Il avait alors 72 ans. C'était sous le gouvernorat de Yazid. Donc on voit que la notice d'Ibn Yunus, quoique un peu décevante puisqu'il ne parle pas de l'activité traditionniste de Abdallah, nous montre l'insertion de cette histoire dans l'espace islamique. Un autre auteur très bien connu, Ibn Wahb, donc Abdallah Ibn Wahb Ibn Muslim al-Fihri al-Qurashi Abu Muhammad, donc 125, 197, 743, 813, communément appelé Ibn Wahb, était un faqih de Fustat où il est né et mort. Entre-temps, il est allé à Médine où il a suivi l'enseignement de Malik. Donc c'est un faqih malikite et selon le Qadi Iyad, cité par Jean-David Weil qui a édité un de ses textes majeurs, il a écrit une trentaine d'ouvrages relevant de cette école. Il revint ensuite à Fustat et fut entraîné dans la Qarafa. Donc on connaît ses nombreux livres, le Jami' fil Hadith, dont un fragment restant de 87 folios est réuni en codex et était conservé à l'IFAO et était édité par Jean-David Weil. Ibn Younis signale qu'il était maoula de Yazid ibn Rumman et Qurashi. Ibn Younis écrit « Mon père nous a informé de mon grand-père. Il dit « J'ai entendu Abdallah ibn Wahb dire « Je suis né en 125, je suis allé à la recherche de la science, alors que j'avais 17 ans, donc en 142. Il mourut en Sha'ban 197. Il rassemblait l'excellence concernant le fiqh, la relation, la piété, riwaya al-ibad. Il avait écrit de nombreux ouvrages. Il avait voulu à la judicature. Il avait un fils appelé Humayd. » Donc on voit une relation par Ibn Younis qui donne un certain nombre de choses, et notamment l'information qu'il a par son père et par son grand-père. On y reviendra. Un dernier foustatien célèbre, pour des périodes plus tardives. On sait que, alors justement, Fustat n'est pas le seul pôle de savoir en Égypte, y compris à la période islamique, et c'est pour les questions islamiques, Alexandrie est aussi un centre de savoir. Ainsi, Ibn Ishaq, né à Médine et mort à Bagdad, donc 85, 704, 150, 767, le premier biographe du prophète, s'est rendu à Alexandrie pour y suivre les cours de Yazid ibn Habib. Il y a transmis des traditions en Égypte et d'après Ibn Hajar, avec un isnad jamais vu auparavant. Il a quitté Médine à cause de l'hostilité que lui portait Ibn Anas. On voit donc qu'on peut qualifier les liens en termes de hiérarchie, un calife nomme et destitue un gouverneur, en termes d'amitié et d'inimitié. Donc voilà, très rapidement, pour des exemples de lettrés bien connus, une manière d'appréhender ces individus au sein d'un système relationnel, autrement dit d'un milieu. Alors pour connaître des lettrés moins connus, le corpus a été considérablement renouvelé ces dernières années. Déjà, Petra Zeibachstein vient de nous montrer comment, grâce à un corpus papyrologique, on pouvait avoir accès à ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Pour ma part, après avoir montré l'intérêt du milieu à partir d'un dictionnaire, je voudrais montrer l'intérêt de ce milieu à partir d'un dictionnaire biographique, genre littéraire fort répandu dans le monde musulman médiéval, mais ce dictionnaire, celui des Tabaqat d'Ibn Yunus, n'était pas connu jusqu'à ce qu'un savant égyptien le rassemble, et il a été cité pour la première fois par un savant de langue occidentale, qui écrit en langue occidentale, Sabhi Boudarwala. Alors, le livre intitulé Ta'rikh a été édité donc par le docteur Abdel Fattah Fathi Abdel Fattah de la faculté de Dar el-Ulum à l'université du Caire. Abu Saïd Abdelrahman ibn Yunus el-Sadafi el-Masri est typiquement un lettré égyptien de la fin de la période pré-fatimide. Il est né à Fustat en 281-894 et mort dans cette ville en 347-958. Petit-fils de Yunus ibn Abdallah, pour lequel il propose une notice et qu'il cite très souvent comme un de ses informateurs, ainsi que son père. « Hadasni abi an jaddi » Mon père m'a informé d'une information qu'il tenait de mon grand-père. Ibn Yunus est donc lui-même issu d'une famille de lettrés. C'est un héritier, comme on dit maintenant en sociologie.
Son ouvrage, dont le manuscrit est perdu, a été édité donc par ce collègue égyptien, qui a rassemblé dans un immense travail d'érudition des fragments des Tabaqat d'Ibn Younis. Il les a édités en 2 volumes. Le premier traite des Égyptiens, Ta'rikh al-Misriyin, 1461 notices, et le second des étrangers, Ta'rikh al-Ghuraba, 702 notices, soit un total de 2063 personnes ayant vécu ou étant passées en Égypte, principalement à Fustat, entre la période de la conquête et la fin de l'époque archidite. Cet ouvrage a été exploité donc pour la première fois par Sobhi Bouderbala dans sa thèse sur le jaune d'Égypte, l'administration militaire de la conquête islamique. Dans ce dictionnaire biographique, Ibn Yunus présente tout ce qui compte comme personnalité à Fustat, qu'il appelle Misr, comme c'est le cas à l'époque, créant parfois une confusion avec l'Égypte, appelée Misr aussi. Ce qui compte pour lui, ce sont surtout les lettrés, les collecteurs de hadiths, les fuqaha, les cadis. La plupart des notices concernent des hommes sur lesquels on a écrit une relation. Rawa anhu fulam. Si on a fait un acte extraordinaire, on mérite de figurer dans ce who-is-who. Ainsi, Rouman Imsunadan el-Tujimi, puis el-Aïda'ani, a une notice lapidaire. On dit qu'il est le meurtrier de Osman ibn Affan. Il participa à la conquête de l'Égypte. Qil annahu qatil Osman ibn Affan. La grande histoire est donc convoquée, même si, en dépit du titre de l'ouvrage, Ta'rikh, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un livre d'histoire, car le système des notices biographiques rangées par ordre alphabétique écrase complètement le temps. Néanmoins, le contexte politique est souvent donné. Tel événement se passe sous tel calife ou tel gouverneur. Et puis même lorsqu'il n'y a pas de date au sein d'une notice, on reconnaît le contexte. Par exemple, la notice concernant Abderrahman ibn Yanna el-Hamraoui. Cet homme a une nisba du nom d'une khitta située au nord de Fustat, el-Hamra. Donc, Ibn Ofer dit, il participa à la conquête de l'Égypte, lui et son père, il faisait partie des bénéficiaires de Rata en Égypte. Il était Arif d'el-Hamra. Donc on voit donc qu'il fait partie de la haute société des premiers conquérants, il est chef d'une khitta. Suite de la notice, Rabi al-Araj dit, Abderrahman n'était pas présent à la conquête de l'Égypte avec son père. En effet, il est né du temps de Muawiyah en 44. La vérité sur cela, à mes yeux, dit Ibn Yunus, c'est ce qu'a dit Rabi'a. Donc ici, on a un aperçu de la méthode d'Ibn Yunus qui donne 2 versions en circulation et tranche, ici, grâce à un argument logique. La notice s'en continue. Ils ont à Misr, cette famille, des biens à El-Hamra. Le hammam qui est à El-Hamra et qui s'appelle Hammam ibn Yanna est à eux. On reconnaît bien le contexte de la première Fustat, la toponymie des Khitat, les fonctions sociales qui ont à voir avec le Junt, comme la gestion des Khitat et le bénéfice du Ata. Dans cet ouvrage, la plupart des hommes présentés sont à Fustat. Certains parlent parfois de faire des expéditions militaires en Ifriqiya. À ce moment-là, on dit un razou, on ne dit pas un fath, et reviennent à Fustat, où s'y installent et y meurent. Comme ce combattant qui est mort à Barka et à sa tombe jusqu'à nos jours, écrit Ibn Yunus. Rarement, on a des notices concernant des hommes de la province égyptienne, mais cela peut arriver. Ainsi, Zabban ibn Mohammed el-Bahnasi, il donne un récit à propos de Soufiane ibn U'ayna et Abdallah ibn Wahb. C'était un homme de bien, il avait un hubs à Bahnassa et un mushaf jusqu'à aujourd'hui. Cet homme est une notoriété provinciale, il est dans la chaîne des relations des uns par les autres, on relate sur lui, il a bonne réputation et il est bénéficiaire d'un waqf, hubs. Peut-être est-ce son mushaf qui est constitué en waqf. Le texte ne permet pas de le savoir, comme on a vu tout à l'heure avec Judith que des textes sacrés pouvaient être constitués en Godesh. Ibn Yunus nous propose donc un dictionnaire de personnalités égyptiennes, au sein duquel des lettrés, si l'on compte tous ceux sur lesquels on a rapporté, qui eux-mêmes ont rapporté sur quelqu'un, ou les rassembleurs de Coran, ou de hadiths, ou les fuqaha, ou les cadis, dans lequel ces lettrés, en comptant toutes ces personnes, sont environ 80% du corpus yunusien. Donc, la plupart de son corpus est des gens qui sont lettrés. Alors, les catégories de lettrés sont très nombreuses. Nous avons des compilateurs de Coran. On a des collecteurs de textes pour établir le Coran, tel Uqba ibn Amir el-Ruhayni, cité par Sobhi Bouderbala. Ibn Yunus donne son nom complet, ses 2 kunyas. Il était un des compagnons, a produit des récits sur le prophète plusieurs fois, a participé à la conquête de Misr et y a alloti une concession individuelle. En plus de cela, Uqba écrivait à Muawiyah pour lui demander une terre à Qaryat Uqba,
Évidemment, le toponyme donné à cette terre fait suite à cette histoire. Muawiyah lui a répondu en lui concédant un domaine de plus de 1000 coudées de côté. Et cette terre que Uqba a reçue en concession est la Mounia, appelée désormais Mouniat Uqba à Giza. Il a dirigé le Joun de Misr pour le compte de Muawiyah ibn Abu Sufyan après la mort de son frère en 44. Puis en 47, Muawiyah le nomma chef de sa marine. Littéralement, il lui enjoint de faire le razou de la mer. Il écrivit à Maslaba ibn Khalad, le gouverneur d'Égypte, à propos de son gouvernorat en Égypte. Beaucoup plus important pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Huwa ahad man jama'a al-Qur'an, il est un de ceux qui ont collecté le Coran. Wa mushafuhu bi Misr ila al-an bi khattihi. Son Coran écrit de sa main est à Misr jusqu'à nos jours. Ra'aytuhu 'inda Ali ibn Hassan ibn Kudayd, ghayr al-ta'lif allazi fi mushaf Othman. Je l'ai vu chez Ali ibn Hassan ibn al-Qudayd dans une autre compilation que celle du Coran de Othman. وكان في آخره وكتب عقبة ibn Amir بيده. À sa fin, il y a, donc le colofon, Uqba ibn Amir l'a écrit de sa main. وَرَأَيْتُ لَهُ خَطًّا جَيِّدًا. J'ai vu qu'il avait une belle écriture. وَلَمْ يَزَلْ أَسْمَعْ شُيُوخِنَا يَقُولُونَ أَنَّهُ مُصْحَفُ عُقْبَةَ وَلَا يَشْكُونَ فِيهِ. J'ai toujours entendu nos chers dire que c'était le Coran de Uqba et qu'ils n'en doutaient pas. On a donc à Fustat un compilateur de Coran. On a aussi des traditionnistes. Il y a parmi les traits de Fustat de très nombreux traditionnistes. On se demande si tout le monde n'est pas traditionniste, tellement dans chaque notice, les gens doivent pouvoir avoir beaucoup de métiers, notamment celui de rassembler des traditions en plus de faire autre chose, puisque presque toutes les notices, les personnes sont muhaddas. Ici, le système relationnel des musulmans, bien connu, est mis en valeur par des chaînes de garants attestant la crédibilité. Les notices concernant les traditionnistes sont très nombreuses, mais elles ne rendent pas forcément compte dans ce livre des Miones du contenu des travaux, mais elles donnent des indications intéressantes. Ainsi, la notice de Abdallah ibn Inam al-Muzani, il fut un des compagnons du prophète, il participa à la conquête de Misr et il participa à la deuxième conquête d'Alexandrie en 25. J'ai vu, dit Ibn Yunis, son hadith dans le livre de la conquête d'Alexandrie d'El-Waqidi, c'est-à-dire Ra'aytu hadithahu fi kitab Fath al-Iskandariya bil-Waqidi, c'est-à-dire il n'a pas vu son livre en direct, il a vu une copie insérée à l'intérieur d'un autre livre. Alors si l'on étudie le volume 2 du Ta'rikh, on voit à quel point ce monde est connecté, comme on dit maintenant. Ainsi, Mohammed ibn Muslim ibn Abdallah est un Médinois qui vint à Misr et exerça une activité traditionniste. Il mourut en Ramadan 125. Et Mohammed ibn Muawiyah al-Hashami, donc ils sont rangés par ordre alphabétique, donc ils sont l'un derrière l'autre, se rendit en Irak, puis Ibn Yunus nous dit l'avoir vu à Misr, la deuxième, dans le conseil de Abu Abderrahman al-Nasa'i et chez les traditionnistes avant l'année 300. On m'a dit qu'il était resté en El-Andalus jusqu'à maintenant. Donc on voit quelqu'un qui vient d'Irak, qui passe à Misr et qui maintenant, jusqu'à la fin, est à El-Andalus. Donc beaucoup de traditionnistes et aussi des scribes. Si le travail d'Ibn Yunis n'est pas présenté chronologiquement, il est possible, je l'ai dit, de trouver des strates. Et nous avons vu que le contexte des Khitot était très présent. Pour cette première époque, une catégorie de lettrés à activité profane était importante. Ce sont les scribes de la chancellerie militaire, le Diwan el-Jund, où l'on établissait la liste des participants aux conquêtes, leurs droits au hata, etc. Sobhi Bouderbala fait remarquer que les premiers lettrés de Fustat, je cite, étaient dans leur majorité des membres éminents du Jund. Et il donne la liste des scribes de la chancellerie militaire. Alors, les notices du Ta'rikh d'Ibn Yunis concernant ce corps de métier montrent que la plupart d'entre eux étaient des maoulas, des clients, des tribus, des clans ou parfois des individus. Alors, pour l'étude d'un système relationnel, cela a son importance. Parfois, des personnes de la même famille travaillent ensemble à la chancellerie. Ainsi, donc ça, c'était la fin de la notice tout à l'heure, excusez-moi. Là, voilà. Ainsi, Muawiyah ibn Sa'id ibn Shurayh ibn Uzra al-Tujibi al-Masri est un baoula des Banu Fahm de Tujib. Il est abondant en hadith. Son frère, al-Qasim, et lui était scribe. Ils écrivaient Yaktuban à la chancellerie militaire. Il relata ce qui concerne Abu Qabil al-Ma'afari, Abdallah ibn Muslim ibn Mahrak et d'autres parmi les suivants. Haywa ibn Sharih, Yahya ibn Ayyub, Nafi ibn Yazid, Moussa ibn Salama ibn Abi Maryam, Rashidin ibn Saad, Baqiya ibn Walid et d'autres ont relaté ce qu'ils concerne. Leur demeure était à Zuqaq ibn Baqir, dans la Khita des Banu Fahm. Ils ont un vestige dans le village appelé Afwa
dans la Koura de Ihnas au Fayoum. Donc on voit des frères qui travaillent ensemble dans la même chancellerie et qui ont des propriétés ailleurs qu'à Masr. Donc voilà pour un certain nombre de corps de métier. Alors d'autres qui sont très importants sont les cadis. L'histoire des cadis d'Égypte a fait couler beaucoup d'encre, puisque le chapitre 6 des Futuh de Ibn Abd al-Hakam leur est consacré. Al-Kindi a écrit un ouvrage sur les gouverneurs et les cadis, dont Mathieu Atiyeh a traduit le Kitab al-Quda. Ibn Hajar al-Asqalani a aussi présenté ce corps de métier pour une période plus tardive, ce que Mathieu Atiyeh a aussi traduit. Donc Ibn Yunus cite 17 cadis futatiens et 9 étrangers. Examinons quelques étrangers. Bakkar ibn Qutayba al-Thaqafi est un compagnon du prophète de Basra. Il vint pour la judicature de Misr. On l'y vit en 248 ou 249 selon les sources, et il y accéda à la judicature jusqu'à ce qu'il mourût en 270. À Misr, il a produit beaucoup de hadiths. Mais avec les étrangers, les choses ne sont pas toujours si simples, on le sait. Donc, originaire de Médine, Abd al-Malik ibn Mohammed al-Madani, donc originaire de Médine, arriva à Misr au début de l'année 170. Il dirigea la judicature de Misr. Abd al-Malik arriva vers nous en tant que cadi et ses jugements étaient du madhab des gens de Médine. Il était sévère quant à ses décisions concernant les orphelins et les waqf. Il mourut à Bagdad en 167. Donc, malgré la distance temporelle, en rappelant que Ibn Yunus est mort en 347-958, on sent là un brin de nationalisme, qadama ilayna, ihna al-misriyin, et d'animosité. Il a jugé avec le madhab des gens de Médine, ça c'est douteux. Donc, mon PowerPoint s'arrête là. Donc, ce que je voulais dire en montrant cette société, oui, je suis à ma conclusion. Comme toutes ces sociétés, la société foustatienne pré-fatimide était donc faite de groupes avec des cloisonnements, mais comme partout, les frontières entre les groupes étaient poreuses. Ainsi, Ibn Yunus dépeint un milieu exclusivement musulman. Seuls les fidèles de l'islam font l'objet de notices. Néanmoins, on a des convertis qui accèdent à des postes importants, et on a la trace de mariages mixtes. Alors, la catégorie qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire, celle des Mawali, montre un monde en mutation. La succession des générations montre une intégration des enfants de ses clients. Donc, on a à la fois un monde très connecté, un monde très relationnel, très connecté aussi internationalement, et aussi un signe du cloisonnement. Par exemple, on ne voit pas les chrétiens et les juifs chez Ibn Yunus. Alors, Judith vient de nous le rappeler. Les seuls gens qui entrent dans son corpus sont des musulmans. Les seuls gens dont on voit qu'ils ne sont pas musulmans sont la mère d'un tel qui était une copte, ou un tel qui s'est marié avec une copte de tel village. Donc on a, par les mariages, le sentiment qu'il y a des alliances hors ce contexte musulman, mais le corpus décrit n'est que musulman. Donc on a des cloisonnements qui sont éventuellement artificiels, c'est la représentation que se fait l'auteur, mais on a aussi beaucoup de passages, et ce que donne l'auteur, c'est les passages entre les musulmans, on sait qu'il y en a d'autres, et voilà une société qui est dépeinte par un milieu, un réseau, un système relationnel. Merci. Merci beaucoup. Merci à